Bonsoir à tous, du coup, et bienvenue dans cette présentation qui va porter sur les sophistes et surtout sur la déconstruction de l'image qu'on a habituellement des sophistes. Et pour ça, pour l'introduction, je vais vous dresser un peu le lieu commun que nous avons des sophistes et vous expliquer un peu l'origine pour ensuite mieux le déconstruire et surtout pour en tirer des conclusions intéressantes sur le mode de transmission du savoir durant la période classique et hellénistique de la Grèce antique. Donc, vous avez tous déjà entendu des expressions du style oui, tu as des propos sophistiques, oui, c'est des raisonnements sophistes, du sophisme, pardon, etc. Et tout cela, toutes ces expressions ont pour point commun le terme sophiste, qui est renvoyé à une espèce d'habilité à jouer avec les mots, à un art du logos qui serait développé. Et en fait, ça renverrait dans le lieu commun à une période de l'Antiquité où dans la démocratie athénienne, certains professeurs, donc ces fameux sophistes, auraient enseigné l'art de faire des discours et notamment des discours fallacieux, et qui seraient donc l'ennemi un peu de la démocratie, mais qui vivrait avec elle. Cette idée, en fait, elle naît d'un philosophe allemand du début du 19e siècle qui s'appelle Hegel. Et ce fameux Hegel écrit une histoire de la philosophie, une histoire de la pensée autour de l'idée de liberté. Et en fait, pour lui, la philosophie naît avec Platon qui pense l'être, et qui pense l'être avec un grand E, hein, donc l'existence, pardon, et qui pense la liberté avec. Et en opposition, il met des espèces de savants, un peu réactionnaires, vous voyez, un peu conservateurs plutôt, qui sont les sophistes et qui seraient des extrêmes relativistes, qui considéraient qu'il n'y a ni être, ni non-être, etc., qui seraient en train de, qui ébranleraient le début de la naissance de la philosophie, qui serait une espèce de tare dans cette début de l'histoire de la philosophie. Cette tradition avait aussi d'une espèce de progressif, c'est de linéarité qui est introduite par un archéologue allemand, lui aussi décidément, qui s'appelle Winkelmann, qui a périodisé donc les périodes grecques grâce au statut qui a émis une idée d'évolution vers un mieux. En fait. Voilà. Et donc ces sophistes sont présentés, donc, trois ou quatre caractéristiques qu'on peut distinguer. Ils sont présentés comme un partie intégrante de la démocratie, hein, puisque ces sophistes vivraient à Athènes. Ensuite, ils seraient des enseignants de la rhétorique et de l'art du discours, donc de jouer avec les mots. Ils auraient une pensée sophistique qui serait une pensée de tout relativiser et de tout en fait mettre en perspective de la dialectique, c'est-à-dire de l'art du discours, même l'être, le non-être, etc. Bien sûr, tout cela est faux, hein, et nous allons le démontrer avec. Je vais vous mettre ensuite, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, toutes mes sources, hein, bien évidemment, et on va le faire sous la problématique suivante, les sophistes à l'orée du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'évolution de l'éducation et de la transmission du savoir. Pour cela, d'abord, je vais vous montrer qui sont réellement les sophistes. Je vais vous présenter en fait des enseignants du supérieur. Ensuite, je vais vous montrer la mutation de l'enseignement qu'il y a durant cette période, qui serait l'âge d'or de la sophistique, mais qui ne l'est pas du tout. Et enfin, je vais vous montrer le lien entre les sophistes et les aristocrates, et comment les sophistes sont les serviteurs de l'aristocratie et de la religion, pour ensuite terminer sur une belle ouverture sur Agésilas et Hippias. Chacune des parties, je vais essayer de parler d'un sophiste en particulier. Donc dans la première, je vais faire des cas généraux, pardon. Mais dans la deuxième et la troisième, dans la deuxième, je vais parler de Gorgias, sophiste très connu, et dans la troisième, je vais parler d'Hippias. Donc je vais un peu détailler et faire une étude de cas grâce à elle. Donc, premièrement, qu'est-ce que un sophiste? La définition du sophiste, elle est très simple. Le sophiste, c'est un savant. Un savant qui enseigne et qui détient un savoir et qui prodigue un savoir particulier, en fait. L'étymologie est très simple, hein, c'est sophistes, qui veut tout simplement dire détenir un savoir. Et il n'y a pas donc de pensée sophistique à proprement parler, étant donné que c'est détenteur de savoir. C'est comme si vous me dites aujourd'hui, oui, un historien et un philosophe, c'est la même chose. Non, pas du tout. Et par exemple, cette uniformité sophistique qui n'est pas, on peut l'avoir entre deux sophistes que je vais prendre au hasard, qui sont Critias et Hippias. Les deux sophistes n'ont pas du tout les mêmes idées et eux-mêmes ont des idées complètement oligarchiques qui prônent une espèce de hiérarchie entre les hommes et une hiérarchie sociale. Donc pour vous montrer qu'il n'y a pas une homogénéité sophistique. Ensuite, pour comprendre le rôle du sophiste, il faut comprendre le système scolaire athénien et grec, enfin la mode d'enseignement, qui n'était pas généralisé, bien évidemment, c'était pas comme aujourd'hui, mais qui ressemble beaucoup néanmoins. Donc en fait, le petit élève athénien, grec, commence par un cours de rhétorique quand il a entre 6 et 12 ans. Il fait de la rhétorique, etc.
Non, il fait de la grammaire, pardon, excusez-moi, avec un grammairien. Ensuite, quand il a 12 ans, il fait de la rhétorique, donc il apprend à organiser un discours. Comparez ça avec vos enfants, si vous en avez, qui vont un jour apprendre à faire des commentaires littéraires, voilà, donc antithèse, thèse, synthèse, etc. Thèse, antithèse, synthèse. C'est à peu près la même chose, mais en plus complexe, plus fourni. Voilà. Et enfin, en troisième lieu, lorsqu'ils ont 16-17 ans, ils peuvent suivre un enseignement, l'enseignement des sophistes, qui est prodigué dans les gymnases, de manière improvisée. En fait, ces gymnases, ce sont des lieux de la culture. Il y a des bibliothèques, une salle de sport, des bains, des thermes, etc. Et du coup, des lieux de pratique du savoir. Donc, on transmet différents types de savoirs, de l'astronomie, de la biologie, de la physique, la biologie n'existait pas, des mathématiques, donc arithmétique, géométrie, et tous ces savoirs sont prodigués par des spécialistes en leur domaine. Ces grands professeurs, ils sont très réputés dans toute la Grèce antique. Je vais vous en citer quelques-uns. Gorgias, Hippias, Protagoras, Parménide, et toute l'école éléatique, et Empédocle aussi. Je vais vous montrer la carte, parce que je vais parler d'endroits, en fait, tout simplement. Et en fait, pour vous montrer que ces sophistes ne viennent pas d'Athènes, il n'y en a aucun dans lesquels que j'ai cité qui vient de la cité athénienne. Aucun n'est né à Athènes et la majorité ont passé leur vie dans d'autres cités. Comme vous voyez sur l'image, par exemple, notre Gorgias, qui est l'archétype de la fameuse école sophistique, elle vient de Leontinaï, le point en violet tout à gauche. Et en fait, pendant 70 ans de sa vie, il a enseigné dans la ville de Larissa, le point en vert, qui n'est pas du tout en fait Athènes, hein, comme vous voyez, puisqu'Athènes c'est le point en bleu. Et il est allé à Athènes une seule fois dans sa vie, je vous expliquerai pourquoi. Hippias, lui, il vient d'Élis, la cité en orange en haut, et en fait, il a enseigné à Sparte, qui n'est pas du tout Athènes, encore une fois. Donc ça tombe très mal, en fait, pour les deux sophistes qui sont considérés comme l'archétype de la sophistique, de n'avoir presque jamais mis les pieds à Athènes, une fois pour Gorgias, même pas une fois pour Hippias, on n'est pas certain. Donc, là, je vous ai présenté qu'est-ce qu'un sophiste et son rôle dans la société. Donc c'est un espèce d'enseignant du supérieur. En fait, je vais être un peu plus précis maintenant. Sophiste, quand est né ce mot? Parce que c'est un problème d'étymologie, en fait, qu'on est en train de d'étudier, un problème de mots. Il est né chez le poète, très grand poète Pindare, dont j'ai déjà parlé dans une présentation sur le banquet, avec Mélampous, qui serait le premier devin, le premier à avoir eu d'Apollon l'art de regarder le monde et d'en comprendre l'essence. Le premier devin est le lecteur du cosmos, et il le définit comme sophistes. De ce fait, le sophiste se met dans cette lignée de détenteur de savoir, en fait, de lecteur du monde par une clé. Mélampous, c'est par la divination, l'art de regarder les oiseaux. Gorgias, ça va être, vous allez le voir, par Logos. Hippias, ça va être par l'astronomie, la géométrie. Protagoras, par la science physique. Tous ces grands savants vont voir l'unité du monde, l'être, etc., les questions très métaphysiques, par une science particulière qu'ils vont maîtriser, qui va devenir presque une métaphore de leur pensée. En fait, ces spécialistes dans le domaine, ce sont un peu des spécialistes dans des branches d'une seule doctrine, si vous voulez, où chaque branche est une espèce de filiation et chaque thème, en fait, chaque secteur, chaque matière, si vous voulez, n'est pas indépendante. C'est pas un système clos, ils sont interdépendants et en fait les connaissances se partagent et se recyclent autour de ces mêmes questions. Si vous voulez, on ne va pas faire de la physique en faisant des expériences, on va faire de la physique en pensant le monde et en essayant d'expliquer le monde par la croissance du monde. Physique, ça veut dire la croissance du monde, l'évolution de la nature. Et donc, par ce fait très simple, on est très loin de l'idée de l'enseignant de la rhétorique. On est au contraire de chercheurs métaphysiciens qui vont utiliser des notions sensibles, voire ou abstraites, hein, pour essayer d'arriver à une compréhension de la métaphysique et surtout à une transmission, parce que ce sont des transmetteurs. Et en fait, il faut comprendre aussi, Hegel a défini le sophiste en opposition avec le philosophe. Mais on va remettre cette opposition au clair. Philosophes et sophistes ne sont pas nés dans le même cadre d'apparition. Les sophistes, ils sont plurimillénaires. On ne sait même pas quand ils sont nés. Les philosophes, eux, ils sont nés à Delphes, au 7e siècle avant Jésus-Christ à peu près, avec le fameux personnage de Solon, et ils sont nés dans un cadre religieux. Si vous voulez, un sophiste, c'est un spécialiste, et un philosophe, c'est celui qui réfléchit sur la notion du savoir elle-même. L'un recherche le savoir dans l'absolu, donc il va toucher à tout. L'autre est pour apparaître, pour s'élever dans un cadre mystique, hein, c'est un cadre très religieux. L'autre va être un artisan du savoir, si vous voulez. Et il va
utiliser son artisanat pour comprendre cette même mysticité. Voilà. Ce sont deux voies complètement différentes, mais qui peuvent très bien coexister. Par exemple, le cher Pindar est un sophiste avec des énormes guillemets, enfin un sophiste comme on présente, hein. Donc c'est un savant qui détient un savoir métaphysique très important, mais c'est aussi un philosophe. L'un n'empêche pas l'autre. Aristote, d'un certain côté, est un sophiste, mais aussi un philosophe. On va le voir aussi un peu plus tard. Donc là, ce que je vous ai expliqué, c'est qui sont les sophistes, dans quel cadre ils enseignent-ils, donc dans les cadres des gymnases, dans une éducation qui est réservée aux gens qui ont suivi déjà une éducation précédente, etc. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Donc des réponses métaphysiques avec des applications du monde concret, et surtout, quel est leur rapport avec la philosophie, c'est-à-dire c'est ni un rapport de haine, ni un rapport d'opposition, mais bien au contraire un rapport de complémentarité, ou d'indifférence dans le pire des cas. Maintenant, je vais vous parler, puisque je dis la sophistique dans son apogée, entre guillemets, selon Hegel, la mutation que va suivre en fait cette sophistique dans cette période. Et en fait, vous allez voir, ça va pas du tout être l'apogée. Durant la période de la fin de la guerre du Péloponnèse, moins 404, pour vous rappeler, Sparte gagne contre Athènes. Les familles aristocratiques vont petit à petit tomber. Je l'ai très bien expliqué dans la présentation sur le banquier aristocratique, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Et en fait, ils vont entrer en décadence, perdre toute leur valeur aristocratique parce qu'ils vont perdre leur fonction. Cette chute des familles aristocratiques va entraîner aussi, entre guillemets, la chute des sophistes, comme ils le sont à la période. Parce qu'en fait, les sophistes, ils ne sont pas fixes. Ils viennent de très loin. Par exemple, Gorgias vient de Léontinoi, et ils sont appelés par les grandes familles qui leur offrent des cadeaux. Les sophistes sont payés en cadeaux. Et en offrande, par exemple, Gorgias va recevoir une énorme statue d'or à son effigie qu'il va placer à Delphes avec beaucoup de modestie d'ailleurs. Et ils vont recevoir des offrandes pour payer leurs services parce que ce sont des véritables perles en fait intellectuelles. Et la chute des aristocrates va amener forcément à la chute de ce système de subvention, tout simplement, de mécénat qui, vous allez voir ensuite, est très 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 vieux. Et du coup, les sophistes, enfin les dispenseurs d'un savoir précis, vont ouvrir des écoles. Et c'est le début de toutes les écoles que vous devez en connaître deux, en fait, l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, le cynosarge d'Antisthène, et la première qui est celle d'Isocrate. Tous ces quatre philosophes sont en fait des sophistes. Ils voulaient dispenser un savoir, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils n'avaient pas de subvention, tout simplement. Et parce qu'ils ne pouvaient plus utiliser les routes traditionnelles du savoir. On va en parler dans la troisième partie. Et du coup, tous ces savants sont obligés de faire payer leurs élèves. Sauf Isocrate, c'est un cas un peu exceptionnel. Ils sont obligés de faire payer leurs élèves, une honte. Hein. Ils sont obligés d'avoir des rémunérations fixes, deuxième honte. Et ils sont de plus en plus détestés au sein même de la démocratie, entre guillemets. Athènes, grande porte de la vertu, je le dis avec beaucoup d'ironie, va être la chasseresse, oui, celle qui va chasser, pardon, les intellectuels, qui sont ces sophistes, hein, je vous l'ai dit, je vous les ai présentés comme des intellectuels, va les chasser durant cette période de crise qui est la guerre du Péloponnèse, une crise identitaire pour elle. C'est à cette période que Socrate va prendre cher et va se faire condamner. Le grand cas d'Anaxagore aussi, qui est un célèbre sophiste et ami de Périclès, qui va prendre cher, il va en prendre pour son grade lui aussi. Et donc du coup, cette chute va amener forcément à une chute du rôle du sophiste itinérant, de sa manière d'enseigner, et il va commencer à se fixer dans ce genre de gymnase petit à petit, de plus en plus souvent, et à prodiguer un enseignement rémunéré, fixe. Mais pour vous parler de la mutation de l'enseignement, je vais vous parler de deux personnages qui sont très intéressants, qui sont un peu les ponts. Gorgias et Platon. Parce que Gorgias, c'est l'un des derniers sophistes itinérants, des derniers sophistes comme je les ai caractérisés. Platon, c'est le premier, un des premiers avec Isocrate, enseignant fixe, si vous voulez, qui fait payer ses services, etc. Gorgias est un personnage éminemment intéressant. Et déjà, il a vécu 110 ans, c'est un exploit et c'est avéré. Hein. C'est pas de la spéculation, puisqu'on connaît très bien ses dates de naissance et ses dates de mort. Enfin, on sait quand il est mort exactement. Ce Gorgias, il va être au service d'une grande famille aristocratique qui s'appelle les Aléades. Ce Gorgias, donc, va être au service des Aléades. C'est un spécialiste de la rhétorique, du langage, en fait.
Et cette grande théorie, c'est que le langage, c'est de la matière qui produit des effets, et que c'est nous, par ces propositions, qui émettons des sens, et qui émettons des sens qui sont plus larges que ce que le mot veut vraiment dire. Et ce Gorgias va en fait aller à Athènes pour une question de diplomatie. Parce que, je vais vous montrer, ces sophistes sont des diplomates. Il parle très bien, puisqu'il est professeur de rhétorique. Il analyse, il fait de la recherche en rhétorique. Et sa cité d'origine, Léontina, le Point Violet, va connaître une grave crise politique et il va chercher l'aide d'Athènes. Il va aller à Athènes et il va produire un discours si beau, si teinté de nuances, si novateur que les Athéniens en sont complètement choqués. Et donc vos écrits attestent du choc qu'a provoqué Gorgias en rentrant à Athènes. C'est la seule fois où il y allait, une des deux seules fois, pardon. Et malheureusement, sa quête ne va pas aboutir. Mais c'est par cela que le cher Platon va avoir vent en fait de ce cher Gorgias et va connaître aussi ce traité, le traité du non-être qui pose tant de problèmes à Gorgias. Pour vous montrer le talent de Gorgias, je vais vous lire un éloge qu'il a fait en grec, un éloge pour Hélène, pour la réhabilitation d'Hélène. Je vais vous lire en grec, et même si vous ne parlez pas grec, même si ma prononciation peut être catastrophique, vous allez voir le talent de ce Gorgias et vous allez voir qu'il applique en fait ses théories. Donc le mot est une substance qui produit des effets, il l'applique dans ses textes. Donc c'est sur la réhabilitation d'Hélène, la femme qui s'est fait voler par Paris, la femme d'Agamemnon, et vous connaissez la guerre de Troie. Eidebia epraste, kai anomos ebiaste, kai adikos ubriste. Delon otiomen aprasas os ubrisas edikesen. De aprasteisa os ubristeisa edustukesen. Axios un omen epikeiresas, barbaros barbaron epikeirema, kai logo, kai nomo, kai ergo. Logo menaitias, nomone de atimias ergo de xemias tukein. Et de biasteisa kaites patridos teresteisa, kaiton philon orphanisteisa. Pos uk an ekotos e le eteye malon e kakologeteye. Omen gar edraste deina et de epate. Dikayon unten men oktirai ton de misesai. Sans parler grec, vous pouvez, je pense, observer, comprendre qu'est-ce qu'il pense du langage et de la rhétorique et quel enseignement il pouvait prodiguer. Excusez-moi, oui, je vais juste vous retrouver la traduction, la version que j'ai faite, qui est une version un peu approximative, hein, pour que vous sachiez de quoi ça parle, juste par curiosité. Si elle a été enlevée de force, et a été en dépit de toute loi, violentée, et a été en dépit de toute justice, outragée. Il est clair que d'une part, celui qui l'a enlevée s'est rendu coupable d'un outrage, en tant qu'il a été outrageant. Et d'autre part, celle qui a été enlevée, en tant qu'elle a été outragée, a subi un coup du sort. Le barbare qui a entrepris une barbare entreprise, et du point de vue du langage, et du point de vue de la loi, et du point de vue de l'action, il mérite d'obtenir du point de vue du langage une accusation, du point de vue de la loi une déchéance civique, et pour son acte un châtiment. Pour celle qui a été violentée et qui a été privée de sa patrie et qui a été frustrée de ses amis, comment à bon droit ne la prendrait-on pas en pitié au lieu qu'elle ne soit décriée? En effet, l'un a fait des choses terribles, l'autre les a subies. Ainsi, il est juste de plaindre l'une et il est juste d'haïr l'autre. Même en français, on peut essayer de retransmettre justement ce jeu de langage. Donc voilà, ça c'est dans mon exposé, ça n'a pas une importance primordiale, mais c'est juste pour la culture, pour savoir à quoi ça ressemble, pour vous mettre dans le bain. Et donc, ce fameux Gorgias va être en opposition avec Platon. Platon, il va avoir un énorme problème. Ce Gorgias, il a une grande théorie qui nique un peu les théories, si je voulais, de Platon. Platon, il suit les raisonnements de Parménide, autre sophiste, par ailleurs, qui qui prouve l'existence de l'être unique en considérant l'être et le non-être. Et en fait, Gorgias va pousser jusqu'au bout ce raisonnement et va dire, bah oui, mais je ne vais pas vous faire toute la démonstration. Si je peux faire ça, donc en conclusion, je peux dire que l'être n'est pas et que le non-être est. Et ça va être problématique pour Platon parce qu'il basait toute sa théorie sur le raisonnement de Parménide. Et Gorgias vient de tout lui casser. Alors, Platon va s'adapter et va écrire le Gorgias, où il va décrier ce fameux Gorgias
et il va décrier ce sophiste qui viendrait de sa grande science, cet étranger qui viendrait l'insulter sur son terrain de chasse. Et en fait, ce Platon est aussi un peu un homme jaloux, parce que lui, alors que Gorgias se fait inviter par les Aléoades, très grande famille, lui, il a toujours voulu se faire inviter par Denis de Syracuse, le tyran de Syracuse. Mais il n'a jamais réussi. En fait, il n'a jamais réussi à être un sophiste comme Gorgias. Du coup, il va ouvrir son école. Du coup, il va décrier Gorgias. Et c'est de ça qu'Hegel va s'inspirer pour caractériser la sophistique. Mais c'est un cas très particulier entre deux hommes qui sont qui sont pas si opposés que ça, tellement pas opposés que ça, qu'il y a un homme qui va en faire la synthèse. Et vous le connaissez tous, c'est Aristote. Aristote, en fait, va résoudre la problématique de Platon en utilisant Gorgias. Et il va considérer que la notion d'être, elle est dans la parole, dans la dialectique. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous conseille de lire d'une part Aristote et aussi saint Thomas d'Aquin qui est le meilleur exemple, le meilleur explicateur d'Aristote. Donc cette opposition entre Gorgias et Platon, qui est en fait l'opposition qui a fait naître l'idée de sophistique, elle montre la mutation de l'enseignement, entre un enseignement qui est dans la recherche, un enseignement qui se fait dans l'itinérance, pas des billets de sponsor, si vous voulez, de mécénat en tout cas, et un enseignement qui se fait fixe, qui se fait un peu en réaction d'un problème, c'est le manque de financement et un problème aussi métaphysique que apporte Gorgias, hein. Étant donné que Gorgias, comme il est dans une réflexion, dans une recherche intense et qu'il est spécialisé dans la rhétorique, il analyse la métaphysique selon la rhétorique, ce que Platon ne peut pas faire parce qu'il est trop général en fait. Et c'est pour ça que Platon va se fixer dans l'académie, va résoudre, va corriger ses erreurs, et qu'ensuite Aristote fera la synthèse de Platon et de Gorgias. Donc maintenant, vous avez deux éléments de pensée. Vous savez qui sont les sophistes et vous savez quelle est la mutation de ces sophistiques, donc cette mutation de problèmes économiques, de problèmes identitaires, sociétaux, et aussi de problèmes de mode d'enseignement. L'un est dans la recherche et dans l'analyse de la même chose, donc la métaphysique par un domaine. L'autre n'arrive pas à faire cela malgré ses très grandes théories. Alors, Platon n'arrivera pas au niveau de Gorgias. Maintenant, vous allez voir en quoi ces sophistes sont les serviteurs de l'aristocratie de la religion, et ils sont à milieu de ces sophistes qui peupleraient la démocratie athénienne, qui seraient en fait des éléments de la politique. Pour cela, je vais vous parler d'abord des routes traditionnelles de l'enseignement, que je suis en train de citer depuis tout à l'heure. Ensuite, je vais vous parler des figures de la culture hellène, et enfin, je vais vous parler du cas d'Hippias et d'Agésias. Les routes traditionnelles de l'enseignement. Je vous ai dit que ces sophistes sont itinérants et qui se posent dans les gymnases pour enseigner à l'occasion et qui sont payés par des grandes familles. En fait, ils sont itinérants et c'est très important. Je vais me baser sur les travaux de Gérard Lambin, sur les différents voyages d'un très très grand poète, Anacréon, poète de la période archaïque qu'il faut lire avec du vin si vous voulez savoir. C'est un poète du vin, voilà, des plaisirs simples de la vie et du vin. Et ce poète Anacréon, il y a aussi un initié des mystères d'Éleusis. Et en fait, il va suivre une famille, il va suivre une route très précise qui se passe entre les Aléoades, donc ceux qui dirigent Larissa, et les Alcméonides, notamment la famille de Périclès. Par sa mère, je crois. Et il va suivre cette route des Aléoades aux Alcméonides avec des rites religieux dans cette route et avec des pratiques rituelles. Et il va enseigner certaines choses à l'un et à l'autre. Et en fait, tous les sophistes vont suivre cette route, qui a été initiée par Anacréon, mais cette route qu'Anacréon suit, elle est là depuis des temps immémoriaux, en fait. Dès que les Aléoades et les Alcméonides, on en a des occurrences dans les textes, on sait que cette route existait. Et cette route du savoir, c'est une route un peu mystique, entre guillemets, parce que c'est une route qui permet au savant, qui n'est pas encore tout à fait accompli lorsqu'il l'a fait, de s'accomplir dans la compréhension de la métaphysique dans son enseignement. Il va partir des Alcméonides qui sont au nord, des Aléoades qui sont au nord, aux Alcméonides qui sont au sud, et en fait, il va faire une sorte d'initiation, pour pas rentrer dans les détails, une sorte d'initiation sur cette route pour aboutir, pour faire fleurir son enseignement. Les Alcméonides ne sont pas qu'à Athènes, hein, c'est pour ça que c'est pas de Larissa à Athènes, c'est entre familles. Il faut considérer que le monde grec, il est uni par les familles. Toutes les familles aristocratiques se connaissent, ce n'est qu'au niveau local qu'il y a des rivalités. Ces routes de savoir mystiques
puisqu'elles vont aussi se placer dans une considération avec les mystères d'Éleusis. En fait, ces routes, si vous voulez, elles vont s'accompagner d'étapes dans des temples. Voilà, et d'étapes dans certaines familles, certains gens qu'il faut voir, etc. Certaines choses qu'il faut dire, qui ne sont pas très bien connues cependant. Donc ces sophistes vont suivre ces routes initiatiques et vont prodiguer leur savoir spécialisé. Et en fait, ils vont être des figures de la culture hellène et de la conservation de son savoir. Beaucoup de savants vont inspirer un idéal panhellénique. En fait, ces savants, comme ils viennent de partout et ils prodiguent des savoirs qui sont intercompréhensibles, qui viennent des Aléas, donc du nord pour les Alcméonides, au sud, etc. Ils vont constituer un espèce de socle commun de plein de références que les savants, et autant les gens savants que les gens un peu riches mais un peu moins de culture, connaîtront. Tout le monde connaît un Protagoras. Protagoras qui est un très grand savant, un très grand sophiste. Protagoras, c'est une superstar, hein. Quand il arrive à Athènes, même les citadins lambda l'applaudissent et tout. Ouais, Protagoras, comme ça. Parce qu'il a une importance en tant que base de la culture hellénistique. C'est une référence, tout simplement. Et euh, beaucoup de savants vont inspirer pardon, le mythe, si vous voulez, du panhellénisme, et ils vont donc devenir ce socle de culture savante et de réflexion sur la métaphysique. Et en fait, pour quelqu'un, un étudiant, si vous voulez, il va avoir une myriade de voies qui vont le mener vers un même point, la métaphysique, et qui vont être sous plein d'aspects et plein de champs d'application différents en fonction des cités. Et c'est là où on va voir différentes écoles, l'école éléatique, l'école abdérienne, etc., qui vont s'ouvrir et qui vont dispenser leur savoir et qui sont très réputés. Ce socle de la culture empreint de cette religiosité, on peut en voir un aboutissement avec l'exemple d'Hippias et d'Agésilas. Hippias et Agésilas sont deux personnages très intéressants parce que Hippias, qui est donc un sophiste, et Agésilas, qui est un des deux rois de Sparte, représentent tout ce que j'ai dit. Hippias suit des routes traditionnelles. Hippias est une référence culturelle et fait partie intégrante de ce qu'on pourrait appeler une culture hellène. Et enfin, Hippias est aussi dans un cadre strictement religieux. Je vais vous expliquer son histoire, ne vous inquiétez pas, vous l'attendez, je le sais, avec impatience. Hippias, il nous vient de la petite cité d'Élis. Lorsque la carte sera mise à jour, vous pourrez la voir, qui est au nord d'Olympie. Cette cité, elle a un privilège, celle de donner des prêtres, et être la seule à pouvoir donner des prêtres à la cité, entre guillemets, d'Olympie. Olympie, c'est un sanctuaire panhellénique. Ça veut dire que c'est pas une cité à proprement parler, il n'y a pas d'habitants. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de commerce, il n'y a que des temples là-bas, des temples à Zeus et des temples à d'autres divinités. Et les prêtres donc viennent d'une autre ville qui s'appelle Élélis, et les prêtres s'appellent les Élanodis. Sauf que ce privilège religieux va être remis en question par la cité de Lépréon, qui est juste au-dessus, en dessous, en marron, Lépréon, qui est une rivale d'Élis. Et en fait, cela se passe après 404, après la victoire de Sparte sur Athènes. Et Sparte va avoir un rôle hégémonique, c'est-à-dire qu'elle va interférer dans les affaires des autres cités. Vous voyez, ce qui est en rouge foncé, c'est la région de Sparte qu'elle domine euh, administrativement, entre guillemets, et la région rose, c'est son cercle d'influence le plus direct. En fait, c'est ces espèces de vassaux, si vous voulez, etc. Et donc, c'est dans son giron d'influence, Olympie. Et elle va trancher cette affaire, c'est-à-dire qu'elle va donner le droit d'avoir des élats de 10 à l'Épréon. Et Hippias, il vient d'Élis. Et Hippias, ça le fait chier. Et il est envoyé à Sparte, parce que, comme je vous les ai dit, ces savants itinérants, ils sont connus de tout le monde. Du coup, ce sont des gens de confiance de la cité. Et ce sont des gens savants, donc des gens de confiance. Et en fait, ce cher Hippias va aller à Sparte pour enseigner l'éducation, la jeunesse, etc., mais aussi pour toucher deux mots sur la situation d'Élis. Et il va se rapprocher du roi, du second roi d'Athènes, Agésilas. Et là, il y a un petit point, je voulais revenir sur ma thématique principale. Sophiste, lorsque vous allez chercher les sophistes sur Internet, vous allez trouver Hippias et vous allez trouver que en fait, Hippias, il était adoré d'Athènes et il était détesté des Lacédémoniens. Vous allez le trouver de telle sorte que vous allez croire que en fait, Hippias allait tout le temps à Athènes et il était chassé de Sparte. C'est pas du tout. Hippias n'est presque jamais allé à Athènes. Et Hippias, en fait, il est arrivé donc à Sparte, il s'est fait un peu critiquer par les savants lacédémoniens un peu jaloux.
Mais il était très, très apprécié d'Agésilas, et ça, je l'ai de Xénophon dans ses Helléniques. Source à peu près fiable là-dessus. Donc Hippias va se lier d'amitié avec Agésilas. Et entre les deux va naître le cosmopolitisme sophistique. C'est à Sparte que va naître la première idée de cosmopolitisme dans le monde grec. Je m'explique. Hippias et Agésilas a des ambitions en fait de devenir maître du monde. Il veut dominer toutes les cités grecques en fait. Et Hippias est un géomètre et astronome et ça a son importance. Agésilas veut contrôler donc toutes les cités. Et pour lui, comme il y a un seul genre humain, il doit avoir un maître pour tous les humains. Très simple. Et Hippias, en fait, il va à ce cosmopolitisme, à cette idée de réunir tout le monde sous la même coupole, rajouter une pensée savante, sur, donc sophistique, c'est d'où le qualificatif, sur en fait, grâce à sa géométrie et son astronomie. Pourquoi je vous ai dit que c'est important le fait qu'il soit géomètre? En fait, la géométrie chez les Grecs, c'est presque l'art de Dieu. Dieu, enfin, le principe démiurgique, plutôt le principe créateur, a fait le monde par des figures et des harmonies. Étudier les harmonies selon les chiffres, c'est l'arithmétique. Étudier les harmonies selon les figures, c'est la géométrie. Mais étudier les harmonies, c'est étudier la doctrine sacrée, c'est étudier comment le principe démiurgique a fait le monde, comment la création s'est faite. C'est la chose la plus noble et la plus métaphysique que vous voulez faire. Et en fait, Hippias va prodiguer cet enseignement à Agésilas. Et ce n'est pas anodin. À cette volonté de dominer le monde d'Agésilas II, Hippias va y rajouter cette idée de religieuse, métaphysique à ses projets. Et du coup, Agésilas va se sentir investi de ce rôle de celui qui va mettre l'harmonie dans le monde par la géométrie, par l'architecture, par la lecture des astres, et qui va aussi dominer donc ce monde. En fait, si je vous explique ça, c'est pour vous expliquer que les sophistes ont un rôle de serviteur de l'aristocratie, puisqu'ils servent toujours des familles aristocratiques, ce qui détruit complètement l'image qu'ils sont dans la cité, dans la politique, voilà, j'apprends aux gens à mentir. Et en plus, ces serviteurs de l'aristocratie sont des serviteurs aussi de la religion. Hippias est un ambassadeur, certes, mais pas du tout pour un problème politique. Enfin, avoir des élans de 10, c'est pas gagner de l'argent, c'est plutôt en perdre d'ailleurs, c'est pas gagner du territoire, c'est pas gagner de l'influence. C'est juste pouvoir faire de la prêtrise dans un site qui s'appelle Olympie. Et ce juste, on doit l'enlever parce que pour les Grecs, c'est très important la religion. Et du coup, Hippias va, par son savoir, être un intermède entre des problèmes politiques et des problèmes religieux. Et en fait, tous les sophistes, la majorité des sophistes, vont être des intermèdes parce ils font un partie intégrante de la culture panhellénique. Et en fait, avec Agésilas et Hippias, Agésilas, qui est un roi du monde raté, va se profiler donc du coup cette idée chez les Grecs de roi du monde qu'un certain Alexandre le Grand va reprendre quelques années après. Alors l'histoire d'Agésilas et Hippias, ça se passe en 366 et Alexandre le Grand, c'est dès 330, après 330. Et en fait, ça va être le sujet d'une autre présentation, j'espère, qui va porter spécifiquement sur Agésilas et Hippias et qui va approfondir cette notion de roi du monde dans toutes ses définitions, dans tout son champ sémantique, dans tout ce qu'elle accepte et qu'elle implique comme idée. Donc ce duo d'Agésilas et d'Hippias, ce duo entre une volonté politique et une idée métaphysique et religieuse. Donc en conclusion, pour vous remettre tout dans l'ordre des choses. Les sophistes ne sont ni des espèces de profs de rhétorique, pas tous, ni des habitants de la démocratie athénienne. Presque tous vivent en dehors d'Athènes. Et enfin, il dit des acteurs politiques ayant une seule et même idée, un espèce de relativisme philosophique. Les sophistes sont des maîtres d'école, très réputés, qui suivent des routes traditionnelles, presque empreintes de religion. Ces savants étudient avec un savoir établi la métaphysique, c'est-à-dire qu'ils vont expliquer le monde métaphysique selon leur science. Pour le meilleur exemple, c'est l'un des premiers sophistes avérés, puisque le meilleur pouce que je vous ai cité au début, c'est mythologique, c'est Empédocle. Empédocle qui va être le premier à caractériser que le cosmos agit entre deux pôles contraires, le pôle qualitatif et quantitatif, et que dans le cosmos, il y a cette imitation de cet agissement, parce que toutes les choses marchent par principe contraire. C'est Empédocle qui va l'expliquer, parce que il est physicien et parce que il est arithméticien et géomètre en même temps. Et donc il va expliquer la métaphysique du monde par cette particularité. Ensuite, que les sophistes et les philosophes ne sont pas opposés, mais que ce sont deux personnages qui sont
pas du même genre. Le philosophe tous les deux recherchent tout dans un certain cercle métaphysique et religieux, mais en fait, le philosophe va chercher le savoir dans l'absolu, va être un théoricien du savoir, alors que le sophiste va être dans le savoir directement. Et enfin, l'enseignement sophistique va recevoir des mutations, il ne va pas du tout être dans un apogée, puisque lorsque les grandes familles vont chuter, les sophistes vont chuter, et petit à petit, l'enseignement va se réserver plus en plus à une élite, déjà qu'il était très élitiste, il va se réserver de plus en plus à une élite, et il va se fixer dans les villes, dans les gymnases, où les sophistes, entre guillemets, les professeurs vont devoir demander des rémunérations. Et ça, on peut le voir avec l'opposition Platon-Gorgias, et la transition de la sophistique à l'éducation philosophique. Et enfin, donc, ce sont des serviteurs de l'aristocratie qui suivent donc des routes traditionnelles, qui sont des figures de la culture hellène, étant donné que ce sont un peu des synthèses de cette culture qui sont très connues partout et donc qui permettent d'être des références intellectuelles. Et enfin, ils ont un rôle éminemment religieux, avec l'exemple d'Hippias, étant donné qu'ils vont même inspirer certains rois et certains monarques pour qu'ils deviennent ces espèces de rois de monde, mi-roi, mi-prêtre en fait, et qui vont rajouter une fonction religieuse, qui va rajouter, donc, Calipias, une fonction religieuse dans les dessins d'Agésilas. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère avoir été assez clair et concis. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions, j'y répondrai avec plaisir et avec beaucoup de détails, je l'espère. Voilà, je peux revenir sur n'importe quel point que j'ai évoqué et repréciser, etc. Et ma bibliographie, si je l'oublie pas, je la mets demain normalement. Euh, voilà. Et je tiens à préciser aussi que dans toutes les musiques que vous avez écoutées, si je les ai mises, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, il y en a trois donc, trois qui se prétendent toutes être des musiques originales, des musiques grecques antiques typiques. Il n'y a que la dernière qui est une vraie musique antique, sinon les deux autres ce ne sont que des facsimilés. Voilà, je voulais juste placer ça comme ça. Ça n'a rien de très pertinent, mais c'est toujours intéressant à savoir. Bah, merci beaucoup du coup de m'avoir écouté et à vos questions.